Selon un rapport de mai 2025 de SOS Homophobie, l'hostilité envers les personnes LGBT+, connaît une recrudescence sur l'ensemble du territoire. Rejet, violence, menaces ou encore agressions physiques. En 2024, les actes anti-LGBT+, ont augmenté de 5%, mais ce chiffre, il ne prend pas en compte que les actes recensés et dépôts de plainte. Jean-Luc Romero, vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Vous êtes également président des élus locaux contre le sida et en 2024, donc une augmentation des actes LGBT-phobes qui ne semblent pas diminuer en 2025. Paris n'y échappe pas. Que fait la mairie de Paris pour lutter contre ça ? Oh là là, la mairie de Paris, elle essaye de faire ce qu'elle peut, comme beaucoup. Nous avons bien sûr un plan stratégique, que ce soit dans le soutien, l'information, la prévention, l'aide aux associations, des grands événements que nous organisons. Là, récemment, nous avons inauguré un monument pour honorer les personnes qui ont été déportées parce qu'elles étaient homosexuelles et toutes celles qui subissent des LGBT-phobies, puisque c'est malheureusement un monument qui est d'une grande actualité. Nous avons créé la Bulle, qui est ce centre qui permet aux personnes trans et aux migrants LGBT d'avoir une écoute tout à fait particulière, et on a eu vraiment raison de faire tout ça, parce qu'on voit, oui, on n'est pas épargné. On a eu des lesbiennes ont été récemment agressées parce qu'elles portaient le drapeau lesbien. On a eu la même chose avec des personnes trans. On a un escalier dans le 10e arrondissement, Rainbow, qui a été détérioré par des jeunes collégiens, donc extrêmement jeunes, qui l'ont fait en plus pour des raisons vraiment homophobes. Ils ont été heureusement retrouvés. Donc vous voyez, la semaine dernière, on inaugurait une plaque au premier bar gay de Paris, le village, qui est aujourd'hui le L-Bar. J'ai fait une vidéo pour célébrer ce moment qui était important, 100 000 vues sur TikTok et des milliers de commentaires, dont 99% sont des commentaires de haine, des commentaires de menaces contre ce lieu, de venir avec des voitures béliers, etc. Donc on voit le travail qu'on a à faire. Et pourtant, Paris est une ville inclusive et l'immense majorité des Parisiennes et des Parisiens sont évidemment attachés à ce combat, attachés à être une ville inclusive. Mais le travail, malheureusement, est loin d'être fini. On est dans un contexte international dramatique, avec à la fois les propos, les mesures qu'a prises Donald Trump qui ont libéré totalement l'extrême droite dans le monde entier, et en Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Hongrie avec l'interdiction de la Pride, en Roumanie. Là, on a l'élection maintenant d'un nouveau président en Pologne qui est anti-droit des femmes, anti-droit LGBT. On voit à quel point Paris doit être une capitale refuge et une capitale qui doit proclamer les droits humains. Comment parler de la communauté LGBT sans évoquer le Marais, réputé comme le quartier gay de la capitale? Depuis le début de l'exercice de vos fonctions à la Commune de Paris, quels ont été les changements et projets significatifs pour garantir la sécurité des personnes LGBT et la prise en charge des victimes? Alors la sécurité et la prise en charge, on a créé une police municipale qui, je vous rappelle, a été formée spécialement aux questions LGBT. Ils ont une formation obligatoire, d'abord avant de devenir policiers municipaux, et après une formation régulière qui a été faite notamment par l'association Flag, par l'association À Outrance, parce qu'il fallait que nos policiers et nos policières soient d'abord bien informés et soient particulièrement bienveillants avec les personnes LGBT, et notamment quand elles subissent des agressions, qu'on sache les accueillir comme il se doit. Donc pour nous, c'était extrêmement important de bien recevoir ces personnes. Alors quand vous parlez du Marais, le Marais reste un symbole, mais aujourd'hui c'est plus le Marais, c'est tout Paris. Vous savez, c'est comme dans toutes les capitales du monde. D'abord parce que les jeunes personnes LGBT vont de moins en moins dans les bars, dans les lieux communautaires, parce que la vie est quand même beaucoup plus facile dans un pays comme le nôtre, où on a l'égalité, où les LGBT-phobies, dans la réalité, l'immense majorité des Français ne sont pas homophobes comme ils l'étaient dans les années 80. Donc tout ça a quand même évolué. Donc le Marais n'a plus la même utilité. Mais pour nous, on veut que ça reste un endroit quand même historique. Donc on soutient évidemment les commerces qui sont là. D'ailleurs, on avait soutenu le Tango quand il a failli fermer. On a racheté l'immeuble. On est la seule ville au monde à avoir acheté un immeuble pour pouvoir préserver une boîte LGBT très symbolique. Et puis on a identifié ce quartier avec des plaques, avec des rues. Vous savez, en quelques années, on a donné plein de noms de rues à des personnes LGBT, à des événements importants comme évidemment Stonewall, qui est quand même cet événement fondateur. Donc on essaye de garder cette histoire du Marais, mais en même temps, je le dis, parce que j'entends certains
certains qui nous disent oui, mais il y a plus autant de sauna, etc. Ça ne correspond plus non plus à ce que souhaitent les personnes qui se sentent plus libres et qui en même temps aujourd'hui, pour rencontrer, c'est pas ma génération, vont sur les applications. Moi, quand j'avais 20 ans, ça n'existait pas les applications et on n'avait que ces lieux-là. Donc les modes de vie ont aussi changé. Alors, dernière thématique que j'aimerais évoquer avec vous, c'est ce projet Paris sans sida 2030. Pourquoi c'est important, justement, selon vous, ce Paris 2030 sans sida ? Vous savez, c'est important. Moi, je vis depuis 38 ans avec le VIH. Imaginez qu'on pourrait avoir un monde sans transmission du VIH. Vous imaginez, c'est quelque chose dans mes rêves les plus fous que je n'aurais pas vu. Quand on a vu mourir, et vous êtes très jeune, vous n'avez pas vu ça, mais moi, quand j'avais 20 ans, je voyais mes amis de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans mourir dans des conditions atroces. Et donc, ce projet, ce défi que nous a lancé l'ONU-SIDA il y a quelques années et que Paris a voulu relever, puisque c'est la maire de Paris qui a dit aux villes du monde entier, dans un grand appel de Paris, mobilisez-vous parce que votre mobilisation peut faire baisser le VIH et arriver à cette fin du sida. Donc nous, on est très engagés avec, je le dis quand même parce qu'il faut dire la vérité, aujourd'hui quand même une grande crainte, parce que les décisions de Donald Trump de cesser de financer des programmes de traitement en Afrique subsaharienne notamment et en Asie, l'ONU-SIDA nous a dit qu'il pourrait y avoir 6 millions de morts supplémentaires, ce qui est inimaginable. Imaginez, nous ici, on vit avec des traitements. Même si vous n'avez pas de papier ici, vous avez droit et heureusement à des traitements et penser que parce que vous seriez dans un pays du Sud, vous pourriez mourir, c'est inacceptable. Et donc là, on se bat, et moi j'ai appelé d'ailleurs Macron à mobiliser les autres pays riches pour qu'on se substitue aux États-Unis, parce qu'il faut arriver à cet objectif. Et Paris sans sida, qui est présidé par Christophe Marté, qui a été un des présidents symboliques d'ACT UP il y a un certain nombre d'années, met vraiment tout en œuvre pour que Paris, en 2030, il n'y ait plus de transmission du VIH. Et vous savez, on n'est pas si loin que ça. À Paris, on doit être autour de 92 à 93% des personnes qui sont séropositives, qui sont dépistées. Il faut qu'on arrive à 95 le plus vite possible. Et on a dépassé les 95 sur le nombre de personnes qui sont sous traitement et le nombre de personnes qui ont plus de charge virale. Et on sait par les modèles mathématiques que quand les personnes sont mises sous traitement, les personnes séropositives, la plupart n'ont plus de charge virale. Et donc, elles ne peuvent plus infecter. Et donc, sans médicaments, on peut arriver à la fin de la transmission du VIH. Et c'est le pari qu'a fait Paris, et je pense qu'on peut le tenir, la France, et bien sûr il faut que ce soit tout le monde, parce qu'on peut pas simplement penser à nous. Le VIH c'est une pandémie mondiale, et il faut que tout le monde puisse s'en sortir, et pour ça il faut qu'on puisse aussi aider les pays qui ont plus de moyens à faire accéder leurs malades au traitement. Merci beaucoup Jean-Luc Romero d'avoir répondu à mes questions pour Sensation, et tous nos podcasts sont à retrouver sur notre site et notre application Radio Sensation.